Vous écoutez Radio Air Libre, 87.7 sur la fréquence modulée dans la région de Bruxelles-Capitale. Vous pouvez également nous entendre en formant le www.radioairlibre.be si vous possédez Internet. Dans la série des maudits, je vous propose de nous écouter ce soir sur un sujet qui, hélas, est d'actualité depuis plusieurs décennies, à savoir le problème de la Palestine, des Palestiniens et des Palestiniennes. Alors, pour ce faire, j'ai invité Thérèse Liebman et d'autre part Anne Vaness. Thérèse Liebman est historienne de formation et c'est essentiellement au titre de son action militante qu'elle est ici ce soir. En effet, je parlerai des différentes associations à laquelle elle appartient et dans quel cadre son action est menée. D'autre part, Anne Vaness, vous la connaissez peut-être, en tout cas pour ceux qui habitent près de l'altitude 100 d'ailleurs, à savoir à Saint-Gilles, où elle est échevine, elle a plusieurs compétences dans ses attributions, elle est échevine de la famille, de la santé, de la petite enfance et sans doute encore d'autres. L'égalité des chances, bien entendu, et c'est un thème essentiel dont il sera question évidemment ce soir, même si c'est peut-être pas l'égalité des chances dont elle s'occupe directement à Saint-Gilles, mais c'est bien de cela dont il va être question ici, à savoir le thème d'une paix juste en Palestine. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de faire le tour du sujet, ou plus exactement, je vais demander à Thérèse Liebman de faire le tour du sujet du problème qui se pose en Palestine depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Je crois que beaucoup de gens savent de quoi il s'agit en gros, mais ça permettra peut-être de replacer les actions qu'elle mène avec bien d'autres pour essayer de, à terme, trouver une solution juste pour l'ensemble des habitants qui vivent dans la région. Alors je vous demanderai peut-être, Thérèse Liebman, de situer peut-être le contexte général avant de cibler plus particulièrement le cadre de votre action. C'est ça. Bien, de vos actions, je dis bien, parce que vous êtes nombreux à travailler sur ce sujet. Vous dites que enfin, quand je dis nombreux, nombreux, entendons-nous bien, je veux dire que vous n'êtes pas toute seule dans ce combat. Je ne voulais rien dire d'autre. Non, je ne suis pas seule, mais vous êtes trop peu nombreux, ça c'est sûr. Je voulais dire quelques mots des pacifistes israéliens. Malheureusement, ceux-là ne sont que 2 à 3% de la population israélienne. C'est ça. Et en ce qui concerne les pacifistes et les juifs de la diaspora, on n'est pas beaucoup plus nombreux en pourcentage. Et nous sommes un peu maudits, comme voilà. le veut comme est l'intitulé de votre émission. Oui. Bon, je voulais d'abord dire quelques mots du contexte général, oui. mais en commençant par ce qui se passe maintenant, ces jours-ci, c'est-à-dire que le 30 septembre devait se terminer le moratoire du gel, donc des constructions dans les colonies israéliennes. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre et les constructions ont repris. Le moratoire est terminé et le gel est terminé et les constructions ont repris. Et il se fait que le Premier ministre israélien ne peut pas faire autrement, s'il veut garder le pouvoir, et c'est ce qu'il veut faire, que de laisser libre cours aux extrémistes, notamment à son ministre des Affaires étrangères, qui est Avigdor Lieberman, qui lui est prêt à chasser tous les Palestiniens du territoire israélien, donc ceux qui sont en Israël, y compris les Palestiniens
qui ont la citoyenneté israélienne. Est-ce que vous pourriez rappeler en 2 mots quelle est la coalition au pouvoir maintenant en Israël? Bon, eh bien, le Premier ministre, c'est donc Benjamin Netanyahou, qui est donc du parti Likoud, c'est-à-dire la droite israélienne, mais il a plus de gens qui sont encore plus à droite que lui, c'est-à-dire notamment Avigdor Lieberman, qui est d'un parti qui s'appelle Israël Beitenu, quelque chose dans ce genre-là, c'est-à-dire notre maison israélienne. Et lui, il est pour, c'est ça qui est la notion du grand Israël, pour le transfert. Oui, il est le pour grand le grand Israël. Bon. Oui. Et alors, il y a des religieux. Il y a beaucoup de partis religieux parce que le contexte politique est très divisé. Alors, pour pouvoir avoir la majorité des voix à la Knesset, donc, au Parlement. Ils ont donné beaucoup de pouvoir aux juifs religieux qui verrouillent en fait le gouvernement. Oui, absolument. Et qui eux sont... Et il y a des partis de colons aussi, hein, qui, eux, veulent absolument continuer la colonisation. Ils sont pour un grand Israël, c'est-à-dire de la Méditerranée au Jourdain. Ils iraient bien jusqu'à l'Euphrate, mais ça c'est un peu exagéré. Et pour que nos auditeurs nous comprennent bien, quelles sont les légitimations qui permettent à certains partis de définir un territoire comme ça extensible, comme vous le disiez, peut-être même pas à l'infini, mais en tout cas, bon, elles sont historiques, on entend bien, elles sont bibliques, elles sont... Comment peut-on dire que c'est jusqu'au Jourdain? On fait référence à des textes bibliques. À quoi fait-on référence? Bon, eh bien, ces références ne sont pas du tout légales, hein, parce que vous parlez de légitimation, aucun État ne reconnaît. L'ONU ne reconnaît pas, l'Union européenne ne reconnaît pas, aucun État ne reconnaît. Mais, comme vous dites, il y a des rappels bibliques. Mais la Bible, on peut lui faire dire beaucoup de choses. C'est ça. Et depuis 1967, donc depuis que les Israéliens ont gagné la guerre des 6 jours, qu'ils ont occupé Jérusalem, eh bien... aussi bien les laïcs, les juifs laïcs, que les juifs religieux croient font comme si la Bible est le livre de base, et c'est ça la légitimation de la colonisation, donc de l'ensemble de la Palestine, c'est-à-dire de la Cisjordanie et même de Gaza, alors que dans la Bible, Gaza ne faisait pas partie de la Palestine. Gaza était plutôt l'Égypte. C'est ça. Voilà. Donc il n'y a pas de légitimation. C'était pas d'ailleurs à Gaza que se trouvaient les Philistins qui ont donné leur nom à la Palestine d'ailleurs. Oui, c'est ça. Samson au fond, c'est un terroriste, hein, Samson. C'est ça. C'est lui qui a détruit le temple des Philistins en entraînant toute la cour. Quand ses cheveux ont repoussé, c'est ça. C'est ça, oui. Voilà, oui. Bon. Et il y a des juifs religieux qui veulent venger Samson. Oui, c'est ça, ça remonte là. Oui, absolument. Oui. Bon, parce que donc dans ce cas-là, on peut vraiment parler d'extrémisme. Je crois que le mot que j'utilise ici, d'extrémisme historique, je veux dire... C'est ça. Historique, je dis bien, n'est pas déplacé, quoi. Quand on parle d'extrémisme historique, c'est une lecture... c'est même pas la lettre, c'est déplacer l'esprit de ce qui se trouve dans la lettre pour lui donner la plus grande extension, si je puis dire. Voilà. N'empêche qu'il y a en Israël et hors d'Israël, notamment aux États-Unis, des Juifs qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël et et qui, par conséquent, sont carrément du côté de la Palestine. Il y en a qui ont assisté, par exemple, aux funérailles de Arafat. Oui. Parce que pour eux, l'État d'Israël ne pourra venir que lorsque Dieu aura envoyé le Messie. Mais parce que pour les Juifs, le Messie n'est pas encore arrivé.
Bien entendu. Alors voilà. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de parler d'une organisation à laquelle vous appartenez, qui est l'Union des progressistes juifs de Belgique. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont ses particularités, quel est son objectif par rapport à ce que vous avez décrit maintenant? Bon, au départ... Parce que juif progressiste de Belgique, il y a plusieurs termes là-dedans, hein, donc il faut peut-être bien... progressiste et puis juif. D'accord, oui. Progressistes juifs de Belgique. D'ailleurs, on peut être membre de l'UPJB en n'étant pas juif. Oui, il y a... Tout à fait. Je crois que ça vaut la peine d'être dit pour bien montrer que ce n'est pas le repli identitaire sur soi qui motive cette association. Oui, absolument. Au départ, c'était une association qui a été créée, elle ne s'appelait pas UPJB, elle s'appelait Solidarité Juive, et elle recevait, ici en Belgique, des juifs allemands qui étaient persécutés dans l'Allemagne nazie. Elle a fait ce type de travail, si on peut dire, aussi longtemps que c'était possible sous l'occupation nazie en Belgique. Et après la guerre, c'est une association qui a ressuscité, on peut dire, mais qui a toujours été progressiste. C'est-à-dire que par rapport à la guerre d'indépendance d'Israël, les gens de l'UPJB ne sont pas. Il y en a qui ont voulu combattre pour l'indépendance, mais dès le départ, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même des Palestiniens qui étaient sur ce territoire, parce que vous savez que le mythe qui avait cours chez les Juifs sionistes, c'est nous sommes un peuple sans terre et nous allons occuper une terre sans peuple. Il y avait donc des gens qui étaient même de bonne foi, qui croyaient qu'en allant en Palestine, le pays serait à eux. Bon, mais, donc ils étaient peut-être, tout en étant fondamentalement honnêtes dans leur ignorance, si je puis dire, ils étaient négationnistes sans le savoir. Je dis bien sans le savoir, hein, je dis bien, c'est pas une perversion consciente, comme on a pu en voir chez des vrais négationnistes. Alors je dirais, mais quelque part, c'est nier l'existence de l'autre par ignorance. C'est ça. Mais à l'UPJB, on savait qu'il y avait des amis. Il y avait notamment, au début de la naissance de l'UPJB, il y avait des communistes et des bundistes. Les bundistes, ce sont donc des juifs, notamment de Pologne, qui voulaient, non pas la révolution, mais qui voulaient qu'on s'intègre dans les partis ouvriers de l'époque. Et ils n'ont jamais été sionistes. Par conséquent, eux n'ont pas voulu qu'on appuie le gouvernement israélien contre les Palestiniens. Malheureusement, nous avons toujours été minoritaires. Tiens, je voudrais vous poser une toute petite question, une incise, hein, puis on reprend le fil du récit, parce que l'essentiel de notre propos porte bien sur une paix juste en Palestine, donc je ne m'éloigne pas du sujet, mais c'est parce que ça m'intéresse beaucoup, et je crois que ça intéresse beaucoup les auditeurs. Quand vous parlez des origines de l'Union des progressistes juifs de Belgique, donc vous dites qu'il y avait des communistes, il y avait des bundistes, donc on pourrait dire quoi, c'est des socialistes historiques, je dirais. Oui, absolument. Je ne veux pas faire allusion à quoi que ce soit concernant l'actualité, mais c'est des socialistes historiques. Est-ce qu'il y avait aussi, c'est une question que je me pose, parce qu'il y en avait beaucoup parmi les intellectuels juifs au début du 19e siècle, également des anarchistes. Parce que je pense à des gens comme Emma Goldman, etc., aux États-Unis. Il y avait beaucoup de juifs anarchistes aussi. Est-ce qu'il y avait cette composante-là, à côté des communistes et des socialistes? Non, il n'y avait pas vraiment des anarchistes. Par contre, ce qui se passe actuellement à l'UPJB, c'est que nous soutenons un mouvement israélien qui s'appelle anarchistes contre le mur. Ah, voilà, oui. Mais ce ne sont pas des anarchistes au sens... Oui, ce ne sont pas des anarchistes dans le sens qu'il y a en Europe occidentale. Voilà. Parce que ces anarchistes contre le mur souhaiteraient un État palestinien
parce qu'il faut que les Palestiniens puissent avoir une vie normale, si vous voulez. Bon, donc, ce ne sont pas les anarchistes contre l'État. Non, je comprends. En réalité, c'était un terme un peu péjoratif que des sionistes israéliens leur ont donné. Mais ce sont des gens ils ont repris soutenons. Ils ont repris pour eux-mêmes cette expression, comme un peu les gueux au XVIe siècle, voilà, qui ont repris le terme gueux, qui était le terme que les catholiques utilisaient contre eux, quoi. C'est ça. Voilà, c'est la même chose. Et ces anarchistes contre le mur sont déjà, il y a eu des représentants de ces anarchistes qui sont venus déjà à l'UPJB, qui ont exposé leur point de vue. Et ils militent en même temps que d'autres mouvements que l'UPJB soutient. Alors, je voulais encore dire un mot sur les progressistes. Donc, nous unions des progressistes juifs. Notre centralité n'est pas Israël. Notre centralité, c'est plutôt les progressistes. Et nous, dans notre mouvement, nous soutenons nous avons soutenu les Rwandais qui étaient victimes du génocide. À l'époque, on avait également dans l'ex-Yougoslavie, on avait essayé de défendre ceux qui étaient aussi victimes de massacres. Donc vous vous mettez du côté des maudits, quoi, si je puis dire. Voilà. Exactement. Et alors, disons que ce que nous faisons beaucoup maintenant, en dehors de soutenir les Palestiniens pour une paix juste, on ne soutient pas le Hamas, mais les Palestiniens pour une paix juste, nous soutenons aussi beaucoup les sans-papiers. Nous avons une très grande action en faveur des sans-papiers. Ça fait partie de ce que nous appelons donc le progressisme, si on peut dire. Mais en plus, nous sommes... Et je me souviens aussi d'avoir assisté il y a quelques années à une fête, en tout cas vous aviez mis vos locaux à la disposition, ce n'était pas vous qui organisiez sans doute, mais vos locaux à la disposition, comment dirais-je, de la fête lorsque Bar Kim-Young-gur avait été, comment dirais-je... On a soutenu aussi parce que... Je me souviens qu'il y avait une fête à l'UPJB, puisque j'étais là ce jour-là, je m'en souviens, lorsqu'il avait été... c'était Oui, il y a eu un procès contre lui parce qu'il était considéré comme un terroriste. Voilà, c'est ça. Bon, mais alors nous avons hébergé dans nos locaux, il y a maintenant 2 ans, une trentaine d'Indiens qui étaient tout à fait désemparés dans le parc du Den. Ils sont venus chez nous, ils ont été à l'UPJB pendant à peu près 2 mois, et Madame Vanès les a soutenus également, parce qu'elle leur envoyait je crois, des vivres, de la nourriture, des vêtements, des couvertures pour ces malheureux. Et c'était évidemment illégal entre guillemets, puisque c'était des illégaux sans papier. Donc au niveau de votre idéal, vous êtes vraiment à l'opposé de ce que fait le gouvernement israélien actuel, je dis bien, qui est dans cette position de repli identitaire, voire et même d'impérialisme. Le mot est peut-être un peu fort, mais enfin ça c'est à vous de me le dire. Non, c'est pas trop fort. Sur le plan territorial, par rapport à ses voisins, puisque vous, au contraire, vous ouvrez non seulement votre organisation aux non-juifs d'abord, mais non seulement cela, mais vous accueillez et vous organisez également des débats qui dépassent largement le problème de la judéité, si je peux dire. Enfin, j'essaie de trouver un terme. Oui, c'est ça, c'est la judéité. Oui. Voilà. Et effectivement, cela nous est reproché parce qu'il y a en Belgique une organisation qui s'appelle CCOJB, ce qui veut dire le Centre des communautaires, je crois, des Juifs de Belgique, des associations. CCJ? Non, CCOJB. Donc c'est une association qui regroupe toutes les autres associations juives, mais pas l'UPJB, parce que Israël ne fait pas partie de la centralité de nos motivations, de nos objectifs. C'est ça.
et on ne veut pas de nous, oui, on sait tant pis, on n'est pas malheureux. Je voudrais maintenant vous poser, alors, vous venez de parler de l'actualité, je dirais, immédiate, qui remonte à une semaine, hein, lorsque le moratoire... Même pas quelques jours, oui. Voilà, il y a quelques jours, lorsque le moratoire a pris fin. Mais ce serait intéressant maintenant que vous nous parliez un petit peu de cette... je crois que c'est au mois d'avril ou au mois de mars que un tribunal Russell s'est rassemblé à Barcelone avec un certain nombre de points qui étaient mis en évidence et qui ont été défendus pour aussi, je crois, condamner quand même le gouvernement israélien, c'est ça? C'est ça. Mais sur base de faits solidement établis, ce tribunal comprenant des personnalités moralement irréprochables, des gens extrêmement compétents, dont on ne puisse pas mettre en doute l'impartialité. C'est ça. Donc c'était la première session du tribunal Russell pour la Palestine. Évidemment, c'est un tribunal d'opinion, il n'a rien de contraignant. L'objectif de cette première session, qui a eu lieu donc au début du mois de mars 2010, donc tout récemment, son objectif était de voir dans quelle mesure l'Union européenne était complice du gouvernement israélien, notamment en ce qui concerne les massacres qui ont eu lieu à Gaza. C'est l'opération plomb fondu, là. Oui, plomb durci. L'opération plomb durci. C'était donc en décembre 2008, janvier 2008. Où il y a eu 1400 morts. Hein, c'est ça. Mais donc, on a parlé aussi de ce qui se passe en Cisjordanie. Oui. Bon, on a parlé aussi du mur de séparation que les Israéliens appellent le mur de sécurité, qui en réalité s'appelle le mur de l'apartheid dans les faits. Et déjà en 2004, le tribunal international de La Haye avait condamné ce mur, la construction de ce mur, parce que il est construit non pas sur les terres israéliennes, enfin de l'Israël de 1967, mais d'avant 67, mais sur les terres palestiniennes. Il va souvent assez loin dans ces terres. Notamment, il y a une petite ville qui s'appelle Kalkilia qui est tout à fait entourée du mur. Ah bon? Donc c'est carrément une... Oui, et il y a... Donc non seulement c'est un gruyère, là, voilà, mais en plus de ça, les trous sont, je dirais... vraiment emmurés, quoi, si Absolument. Je comprends bien. Et il y a il y a deux sorties possibles qui sont gardées, deux checkpoints possibles qui sont gardés par les soldats israéliens, ce qui pose énormément de problèmes à la population du point de vue économique, du point de vue de l'instruction, parce que les enfants doivent passer par là pour aller dans les écoles. Et enfin, tout ça est illégal, d'après le tribunal. Je vais vous faire une réflexion. Enfin, c'est une question que moi je ne suis pas juif et donc je me pose la question un petit peu en historien. J'imagine que beaucoup de gens se la posent aussi. C'est que quand on voit ça, on a l'impression excusez-moi l'expression, mais que ça participe d'une sorte de presque de syndrome psychiatrique, parce qu'on a l'impression que même si ce n'est pas la même chose, c'est de même nature, même si ce n'est pas aussi grave, ça ressemble quand même un petit peu au ghetto de Varsovie, à des choses comme ça. Donc on a l'impression que pour certains, enfin moi je vois ça de loin évidemment, je ne vis pas comme vous pouvez le vivre d'une autre manière, mais on a quand même l'impression qu'il y a une reproduction, c'est presque d'ordre psychanalytique à mes yeux, reproduction d'un traumatisme réel et incontestable, affreux qui s'est passé donc il y a 70 ans, et on voit que ça se reproduit, mais un petit peu comme si c'était le syndrome de David et Goliath, quoi. Donc celui qui est le petit qui est parvenu à battre le plus fort, à savoir Goliath, qui est un Philistin justement, donc un Palestinien, et donc maintenant ces Israéliens, je distingue bien les Israéliens des Juifs, hein, parce que je crois que parfois il y a la confusion, qui construisent un mur et qui donc reproduisent ce qu'on leur a, enfin je dis pas à eux, mais aux générations antérieures, infligé pendant la guerre. Enfin, moi je vois ça de l'extérieur, hein, bien entendu, mais ça ressemble quand même
étrangement à une sorte de ghetto de Varsovie. C'est-à-dire, Même si c'est pas passé la même chose. Non. Mais au niveau du principe, je dis au niveau du principe, c'est pas la même chose qui s'est passé à l'intérieur, on est bien d'accord. Non, mais au niveau du principe. C'est vrai que beaucoup de gens comparent, et on peut comparer le mur du ghetto de Varsovie avec le mur de séparation. Mais la comparaison doit s'arrêter là, parce bien que entendu. Les Israéliens commettent des massacres, je reconnais, à Gaza. Oui. Il n'est pas question de génocide. Non, il n'est pas du tout question de génocide. Bien entendu. Et c'est pour ça que je me dis que... C'est un peu facile. C'est-à-dire que c'est un peu devenu une mode, en Europe occidentale en tout cas, de banaliser ce qui concerne la Shoah. Alors, Ah oui, non, mais ici, c'est pas pour banaliser, c'est pour dramatiser, au contraire, ce qui se passe en Palestine. Mais il faut pas exagérer. Ça dépend comment on le voit, mais moi, c'est pour dramatiser. C'est pas pour banaliser, c'est pour le passé, c'est pour dramatiser le présent. C'est ça. Mais de mon point de vue à moi, je dis bien. Moi, je trouve effectivement que la situation des Palestiniens est dramatique. Oui. Et je condamne tout à fait les massacres que l'armée israélienne commet, surtout à Gaza et quelquefois aussi en Cisjordanie, notamment à Hébron, mais il y a quand même une marge. Mais il n'est pas question, je ne vais jamais cautionner les gens qui disent que le gouvernement israélien sont des nazis, c'est pas du tout l'objectif que j'ai ici. Je dis quelque part, on se dit comment ça se fait que au niveau quand même du symbole, enfin bon, il y a quand même quelque chose qui est quand même troublant quand on voit les événements qui se sont passés, qui sont horribles. Bon, il y a 70 ans maintenant, et voir ce qui se passe maintenant, on pourrait se dire... bon, je comprends que vous disiez que c'est un peu facile et que la comparaison s'arrête là. Mais pour des quidam, dont je suis un petit peu, parce que je suis historien, mais enfin, quelque part, voilà, j'essaye de comprendre, vu de l'extérieur. C'est quand même perturbant, je trouve. Oui, je comprends que ce soit perturbant, mais j'ai déjà été plusieurs fois bien entendu. En Palestine, enfin, dans certaines villes palestiniennes. Je n'ai jamais j'ai essayé d'aller à Gaza, mais j'ai été arrêtée. C'est-à-dire que j'ai arrivé à un moment où c'était pas possible. Mais les Palestiniens ne vivent pas les cauchemars qu'ont vécu les... Oui, mais je comprends. Et je ne parle même pas de ceux J'espère bien ne pas vous avoir blessé, parce que c'était vraiment pas mon objectif. Mon objectif était... au niveau des principes ou de la nature, même si ce n'est pas la même chose, il n'y a pas de génocide, on est bien d'accord. Mais quelque part, c'est quand même troublant que cette population à Gaza, parce que maintenant je ne parle pas de la Cisjordanie et du Gruyère, voilà, quand même un blocage total, c'est quand même ces gens vivent dans une situation de misère épouvantable, il y a plus de 60% de chômage, je crois, ils vivent quand même dans une misère matérielle. Et indépendamment, vous comprenez bien, je ne veux pas réinsister et retourner le couteau dans la plaie, parce que c'est vraiment pas mon objectif, mais quelque part voir la misère à Gaza, qui est quand même liée quand même aussi à l'enfermement, on ne peut pas le nier, c'est pas génétique, c'est pas intrinsèque, fait parfois penser aux souffrances, non pas de ce qui s'est passé pendant la guerre, mais au ghetto dans l'histoire en général, que ce soit en Russie, en Pologne, avant la guerre, cette idée d'enfermement et de misère, non. Oui, évidemment, ça peut faire penser. Il y a autre chose qui peut y faire penser, c'est-à-dire que les Allemands ont toujours dit qu'ils ne savaient pas. Eh bien, il se fait qu'en Israël, il y a une telle manipulation chez donc de la part des autorités, que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, et les rares qui savent, ceux-là s'opposent à cette politique. Mais en plus, l'armée, on peut comparer l'armée israélienne à, je crois, à n'importe quelle armée. Ils disent bien que nous sommes l'armée la plus morale du monde, mais ça, c'est un slogan qui ne repose sur rien. Mais c'est vrai que les soldats sont drillés à massacrer, carrément. Mais je ne veux pas aller plus loin dans la comparaison. Je comprends bien, mais simplement, je fais mon boulot ici. J'essaie de soulever des lièvres, non pas pour prouver qu'ils existent, mais simplement, quitte à dire, mais non, là, la comparaison n'a pas de sens, et je suis très heureux de votre réponse. C'est ça. Voilà. Bon, alors, je voudrais dire quelques mots de ces militaires.
je vous ai dit qu'ils sont drillés pour massacrer, mais Oui. il y en a qui s'opposent à cela. Ah oui, oui, il y a des mouvements de gens qui refusent même de faire leur service militaire, c'est ça. Il y a ou qui désertent aussi, je crois. Il y a des objecteurs de conscience. Il y a aussi alors des... c'est pas les refusniks, comment on les appelle? Oui, il y a ceux qu'on appelle les refusniks, mais alors il y a aussi un mouvement qui s'appelle Breaking the Silence, donc rompre le silence. Ce sont des militaires qui brisent le silence, qui veulent dire ce que ils ont fait. Ce qu'ils ont vu aussi. Oui. Et il y a ils font des exposés, il y a des expositions de photos où ils veulent montrer à la population ce qu'ils ont fait et ils le regrettent. Ils l'ont fait, mais ils le regrettent. Bon, et alors je vous ai dit il y a un instant, il y a un mouvement de pacifistes israéliens, mais qui est surtout un mouvement féministe et qui s'appelle New Profile, donc le nouveau profil, c'est-à-dire ce sont notamment des femmes, il y a quelques hommes aussi, mais ce que les gens de ce mouvement essayent de faire, c'est de civiliser, si on peut dire, la population israélienne, faire en sorte que la population israélienne soit moins militarisée et plus civile. Et ce mouvement soutient effectivement des jeunes recrues qui refusent, donc qui deviennent des refusniks, qui refusent de faire leur service militaire et qui vont en prison. Pas pour des très longues périodes, mais vont en prison. Mais ce qui est malheureux pour eux, non seulement que c'est la prison, mais c'est 28 jours renouvelables, mais c'est que après, ces jeunes ont des difficultés à trouver un emploi. Parce que dans leur curriculum vitae, on dit qu'ils ont refusé de servir dans l'armée et du coup, il y a des emplois qui leur sont interdits. C'est ça. Donc il faut vraiment un très très grand courage pour dans la fonction publique, mais aussi hors dehors de la fonction publique. Quelquefois dans le privé aussi. Dans le privé parce aussi. Que c'est une société très militarisée. Et les postes importants, aussi bien dans le public que dans les privés, une grande partie de ces postes sont occupés, même dans le privé, par d'anciens militaires. Ah oui. Et puisque j'imagine que pour certains, il y a aussi un nationalisme à fleur de peau qui comment dirais-je, a peut-être quelque chose d'un petit peu irrationnel du point de vue de ceux qui sont extérieurs aussi. Bon, sur place, moi, je n'ai jamais été en Israël, donc je me rends pas compte, mais j'imagine que, et pour des raisons d'ailleurs objectives aussi, il y a certainement un patriotisme très très important, non? Oui, mais c'est-à-dire qu'à peu près toute la population fait son service militaire, tant les femmes que les hommes. Et c'est pendant plusieurs années toujours? Non, parce qu'il y a un moment donné, le service militaire était très long, je crois, en Israël. Hein. Mais il est toujours assez long. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 3 ans pour les hommes. Oui, donc ça veut dire que quand on est pendant 3 ans et qu'on est jeune dans ce et alors, il y a les réservistes doivent recommencer de temps en temps, ils doivent prendre une partie de leurs vacances, je ne sais pas, ou non, plus même. Oui, ils doivent pour être au courant et c'est ça, ils doivent refaire entretenir leurs connaissances et leurs exercices physiques. Oui. Bon, et par exemple dans les guerres du Liban, il y a eu beaucoup de réservistes, c'est un exemple. C'est ça, oui. Voilà. C'est ça. Alors, pour revenir au tribunal Russell, donc vous avez parlé de Gaza. Vous avez parlé aussi... Attendez, de la complicité de l'Union européenne. C'est ça que devait examiner la première session. Quant à la deuxième session qui va avoir lieu dans quelques semaines, elle aura lieu en novembre. Oui, le 20 novembre. Et à Londres. 20, 21, 22 novembre à Londres. Oui. Là, l'objectif sera de vérifier quelle est la complicité des entreprises et des multinationales. Parce qu'il y a quand même plusieurs entreprises financières, dont Dexia, et des entreprises industrielles qui soutiennent l'économie israélienne. Oui. Bon, et donc elles sont aussi complices de ce qui se passe. Indirectement alors.
Parce que oui, mais quand on vend des armes, c'est ah pas oui, indirectement. non, mais quand on vend des armes, non, mais Oui, c'est oui. ça. Mais Il c'est y a ça. eu un Donc, certain quand moment- on vend des armes, parce que quand Oui. vous dites dans un premier temps qu'ils soutiennent l'économie ou l'État israélien, c'est pas obligatoirement vendre des armes. Mais ici, c'est Oui, ciblé il y a vraiment par cet exemple ça, aspect-là. mais Ah bon, oui, ça, c'est- alors d'accord. Dexia a Oui. aidé au financement de certaines colonies. Ah oui, ça c'est. Bon, Oui. et il y a d'ailleurs eu tout un mouvement contre Dexia. Je crois que maintenant ils se sont un peu retirés de cela, Oui. parce qu'il y a eu trop de contestations. C'est ça. Bon, alors il y a, par exemple, il y a, il y a une compagnie française de tramway qui a commencé la construction d'un tram allant de Jérusalem jusqu'à une des plus importantes colonies en Palestine, donc qui traversait Jérusalem vers l'est, pas loin, du côté de la mer Morte. Enfin, pas jusque-là, c'est la grande colonie, enfin le nom m'échappe. Enfin bon, une grande colonie qui a un nombre impressionnant d'habitants, qui est plus grande même que Tel Aviv. Et ainsi, on ne passe même pas par les territoires palestiniens. Et donc tout ça fait que on soutient les Israéliens dans la colonisation. Bon, alors il y a eu, je crois que Caterpillar a arrêté aussi mais Caterpillar avait des bulldozers et qui détruisaient les maisons palestiniennes. Donc vous voyez, il y a de nombreuses entreprises. Donc ce tribunal a un rôle, puisqu'il ne peut pas, comment dirais-je, ce qui sera décidé, parce qu'il y a finalement des jugements quand même si ces jugements qui n'ont aucune valeur juridique, je dirais, ça a une force morale, ce tribunal a une force morale, mais effectivement on ne peut pas mettre en pratique, enfin on ne peut pas... une fois que c'était décidé, ben voilà, il n'en sortira rien. Sinon, justement, le fait qu'on aura dénoncé publiquement et que la presse aura relayé et de cette manière-là fera pression sur le gouvernement israélien et sur l'Europe aussi, puisque on essaye de faire pression, mais les Israéliens, des Israéliens en tout cas, disent, vous voyez, on ne nous aime pas. On n'a pas aimé les Juifs avant, maintenant on n'aime pas les Israéliens. Oui, nous sommes isolés, personne ne nous aime. Je comprends. Alors Thérèse Limman, il serait peut-être intéressant maintenant de parler du problème qui était évoqué, plus qu'évoqué, jugé sans doute par le tribunal Russell, et qui concerne le statut, la situation de Jérusalem-Est. C'est ça. Bon, eh bien, c'est pendant la guerre des 6 jours, en juin 1967, que l'armée israélienne est entrée dans Jérusalem-Est. Et c'était considéré un peu comme un miracle, y compris pour les juifs non religieux. Et les Israéliens n'ont plus voulu lâcher Jérusalem, de sorte que Jérusalem-Est n'est pas considérée comme la Cisjordanie ou même comme les colonies qui sont des colonies israéliennes dans les territoires occupés. Jérusalem-Est est considéré comme territoire israélien. Et Jérusalem est devenu, enfin il y a eu un décret comme quoi Jérusalem est une et indivisible et fait partie de l'État d'Israël. Bon, de sorte que quand il y a des destructions de maisons, quand il y a des constructions de nouvelles maisons pour les Juifs, ou même quand les Juifs occupent des maisons qui avaient été habitées par des Palestiniens, c'est considéré comme légal. Et non qu'un recours devant aucun tribunal, alors. Ah, je veux dire israélien. C'est-à-dire que les Palestiniens, effectivement, certains Palestiniens essayent, ils vont même devant la Cour suprême, mais ça n'a jamais donné lieu à un changement.
Et il y a ces temps-ci, depuis à peu près 2 ans, il y a des occupations de maisons palestiniennes par ce sont des colons finalement, par des colons juifs, notamment dans un quartier qui s'appelle Sheikh Jarrah, et qui est proche de la vieille ville. Il y a des juifs qui s'y sont installés sous prétexte on a trouvé un vague petit texte comme quoi il y aurait eu des juifs il y a 100 ans, il y a 200 ans, mais c'est même pas véritablement prouvé. Et de plus en plus, les Palestiniens sont chassés de ces maisons. Et il y a, notamment à Sheikh Jarrah, tous les vendredis, il y a des manifestations de pacifistes israéliens et de pacifistes internationaux, enfin on les appelle les internationaux. Ils sont là, mais il n'y a rien qui bouge, ça ne change pas. Alors il y a un autre quartier qui s'appelle Silouan. Je crois que dans les évangiles ça apparaît sous le nom de Siloé, c'est peut-être connu sous ce nom-là. Eh bien, les Israéliens appellent cela la cité de David, en ce sens qu'on a trouvé dans une partie de ce quartier quelques ruines qu'on pourrait peut-être dater du 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ et qui seraient donc de l'époque du roi David. Du coup, on appelle ça la cité de David. Et de ce fait-là, les Israéliens se croient autorisés à chasser les Palestiniens qui y habitent pour y loger des Israéliens. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que il y a vous savez qu'il y a 1 200 000 Arabes israéliens, donc des Palestiniens d'Israël qui sont restés en Israël et qui sont citoyens d'Israël. Il y en a qui ont loué ou acheté donc ils sont 1 200 000. Oui, il y a à peu près 20%. À peu près 20% oui. Des Israéliens ne sont pas juifs. Après que vous ayez terminé votre idée, votre phrase, j'aimerais bien savoir justement quel poids ils ont justement lorsqu'ils votent, quoi, parce que bon, ils votent quand même. Mais terminez d'abord votre propos. C'est ça. Bon, eh bien, il y a donc des Palestiniens d'Israël qui ont cherché à acheter ou à louer des habitations dans ce quartier de Silouan. Et en réalité, les Israéliens prétendent que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Donc on laisse, je veux bien maintenant faire le raccord avec les Palestiniens d'Israël, on laisse les Palestiniens d'Israël qui sont donc ceux qui sont en Israël déjà d'avant 48, mais qui sont restés depuis 1948. On les appelle souvent donc les Palestiniens de 1948. On les laisse sur place. Ils sont surtout en Galilée et dans le Negev. Ce sont beaucoup de Bédouins d'ailleurs. Et on les laisse, mais ce sont des citoyens de seconde zone. Oui, mais je veux dire, il n'y en a pas dans des villes comme Tel Aviv, quoi. C'est 100% il y en a presque pas, non. Juifs, si je puis dire. Oui. Non, il y en a donc en Galilée, il y en a à Haïfa. Oui. Mais Haïfa, de moins en moins. Oui. Il y en a à Akko. Akko, c'est Saint-Jean d'Acre. Oui. Et alors, il y en a dans le sud d'Israël, dans le Negev, où ce sont plutôt des Bédouins. Mais de plus en plus, ces gens, notamment les Bédouins, sont chassés. Je vous signale que au printemps prochain, il y aura ici à Bruxelles nous avons un ami de l'UPJB qui s'appelle Marc Abramovitch, vous connaissez peut-être. Oui. Eh bien, il va organiser une rencontre avec des Bédouins d'Israël ici à Bruxelles pour faire connaître le problème. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Bon, ce sont aussi des maudits au fond. Oui, là, absolument. il y en a beaucoup. Hein, oui. Doublement, oui. Bon, alors ces Palestiniens d'Israël ont le droit de vote, oui. Oui. Et
Et quand vous dites de seconde zone, parce que c'est le suffrage universel, donc je comprends bien, il faut peut-être distinguer le droit de vote théorique et pratique, et d'autre part le reste dont vous allez sans doute parler. Quand vous dites préciser de seconde zone. Mais c'est-à-dire que ils peuvent voter, ça oui. Oui, et ils votent. Dans les faits, ils votent vraiment. Ou bien ils s'abstiennent en se disant de toute façon... Non, il y en a qui... Enfin, il y a un peu il y en a qui votent, il y en a qui s'abstiennent. Parce que si 20%, ça pourrait peser quand même lourdement. Oui, mais enfin bon. Alors, la plupart votent dans un parti qui s'appelle Hadash, qui est un parti qui est communiste et qui, déjà depuis l'origine de l'État d'Israël, était pour un État pour les deux peuples. C'est ça, ouais. Bon. Et alors, ce parti communiste qui comprend une majorité d'Arabes, mais les leaders du parti sont tous juifs. Ah, bon. Et pourquoi au fond? Mais parce que dans l'État d'Israël, c'est comme ça, quoi. C'est un État, je suis triste de devoir le dire, mais qui est assez raciste. Oui, mais même pourquoi justement à l'intérieur même de ce parti-là, je veux dire, ces leaders de ce parti, ils sont quand même élus par leur base, je suppose. Et si la base est quand même aux 3/4 d'origine arabe, je vois pas pourquoi à un moment donné il n'y aurait pas c'est parce qu'ils n'osent pas se présenter à la direction de ce parti. Non, il y a quand même quelque chose de troublant là. Oui, il y a quelque chose de troublant, mais qui est dû au fait que bon, il y a à peu près plus ou moins 10 députés à la Knesset, donc au Parlement israélien, on dit députés arabes, mais ils sont très mal vus. Il y en a qui se sont fait exclure. Tout dernièrement, il y a une femme arabe israélienne à qui on a reproché d'être une traîtresse. Oui, j'ai entendu ça. C'est ça. Bon, alors avant il y avait Azmi Bishara, il est assez connu. Azmi Bishara, il a pendant la guerre du Liban, il aurait, c'est pas prouvé, il aurait eu des contacts avec des Syriens, mais je crois qu'il a dû quitter le pays. Et ce qu'il y a aussi, c'est que beaucoup de ces Arabes israéliens vivent dans ce qu'on appelle des villages non reconnus. C'est-à-dire que dès 1948 et 1949, on a chassé pas mal de Palestiniens. Il y en a qui sont revenus dans leur village, on les a rechassés. Ils sont revenus, ils ont essayé de reconstruire leur village. Mais leur village n'est pas reconnu, mais eux, leur citoyenneté, ils sont citoyens. C'est ça, oui, mais israéliens, donc. Oui, mais ça les avance pas à grand chose. Non. Parce que par exemple, j'ai été voir dans un de ces villages non reconnus qui était en Galilée, pas loin de Haïfa. Ces personnes peuvent voter, mais alors elles votent dans un kibbutz. Oui, les listes se trouvent dans un kibbutz. Oui. Mais un village reconnu, ça veut dire ceci. Ils n'ont pas, comme il n'est pas reconnu. Non reconnu plutôt. Non reconnu. Oui. Il n'y a pas d'arrivée d'eau. Il n'y a pas d'arrivée d'électricité. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de route. Oui, c'est ça. Il n'y a rien. Ouais. Et quelquefois, ça arrive très souvent à propos des Bédouins, leurs maisons ou leurs tentes sont détruites. Et ils essayent de reconstruire et c'est détruit. Il y a un village du Negev ainsi qui en est depuis le mois qui en est à sa 5e destruction. Incroyable, oui. Bon. Donc, c'est pour ça que ce sont des Palestiniens de seconde, enfin, des oui, Israéliens non, de je comprends zone. bien. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, socialement, ils sont effectivement des citoyens de seconde zone. Mais s'il y a quand même 20% de Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, j'ai bien compris que il y a un parti communiste qui regroupe les plus engagés ou les plus motivés d'entre eux, mais les autres, ils se répartissent leur vote. J'imagine qu'il y a quand même des sondages. Ils votent dans quel autre parti, puisque bon, ce parti communiste ne fait pas 20% des voix en Israël. Donc, est-ce que ce sont des gens qui ne votent pas, qui sont découragés, qui n'osent pas voter? Que sont les voix de tous ceux qui ne votent pas pour ce parti communiste? Bon, il y en a beaucoup qui ne votent plus. Qui ne votent plus. Oui, il y a eu trop ils ont été trop minorisés. Et alors, chaque 30 mars, ça date depuis maintenant une vingtaine d'années, je pense, il y a ce qu'on appelle la journée de la terre. C'est-à-dire que les Palestiniens d'Israël ont été
ont vu leurs terres confisquées, certains en tout cas, par les Israéliens. Et ils n'ont pas de recours. Ils n'ont pas de parce recours. Que l'agence juive qui existe depuis déjà le début du XXe siècle ne peut donner les terres qu'à des juifs. Et il n'est même pas question de vendre des terres. Les Juifs ne peuvent même pas vendre des terres à des Palestiniens. Donc, ils sont de plus en plus pauvres. En plus, je vous ai parlé tout à l'heure de New Profile, c'est-à-dire de ce groupe, cette association qui cherche à faire en sorte que la société israélienne soit plus civile et moins militaire. Mais les Arabes israéliens ne font pas leur service militaire. Ils ne peuvent pas faire leur service militaire. Ah, ils ne peuvent pas. Non, parce qu'on leur fait pas confiance. C'est vraiment... Oui, mais donc ça c'est du racisme. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais... c'est du racisme, c'est vrai. On peut le dire, dans ce cas-là. Et comme la plupart des postes importants, je vous l'ai dit, étaient occupés par des gens qui ont eu des hauts postes militaires, eh bien, eux, ils n'ont pas cela. Oui. Et ils sont beaucoup. Il y a une grande pauvreté parmi eux aussi. Oui. Très grande pauvreté. Bon, donc ils sont vraiment ils ont le droit de vote, mais c'est à peu près tout. C'est ça. Voilà. Évidemment, ils sont moins malheureux que les Israéliens, que les Palestiniens des territoires occupés, et surtout de Gaza. Voilà. Ça, oui. Ben, écoutez, tout ce que vous dites est évidemment malheureusement passionnant, je dirais. J'aimerais bien que maintenant vous nous expliquiez un petit peu quels sont les objectifs et quelles sont les actions de deux groupes, de deux associations dans lesquelles vous militez, les femmes en noir et d'autre part les prisonnières politiques en Israël. Et puis j'aimerais bien aussi que vous parliez de deux autres, enfin il y en a une dont vous avez déjà parlé, New Profile, mais peut-être aussi de l'organisation Femmes au Checkpoint. C'est ça. Bon, alors en ce qui concerne les femmes en noir, c'est un mouvement qui existe depuis la première intifada, donc depuis décembre 87, janvier 88. Et ce sont des femmes qui ont repris un peu, c'est pour ça qu'on les appelle les femmes en noir, l'idée des femmes de la place de mai d'Argentine. Et elles manifestent toutes les semaines dans différentes villes d'Israël. Au départ, c'était habillé de... Ce sont des Israéliennes, donc. Ce sont des Israéliennes. Oui. Il y a quelquefois des Palestiniennes, il y a des internationales aussi, parce que ce mouvement Femmes en Noir existe en Belgique aussi. Il y a des Femmes en Noir à Bruxelles, il y en a... Et qui s'occupent alors quand même... Les Femmes en Noir de Bruxelles, elles se sont beaucoup occupées, pas tellement des problèmes du Moyen-Orient, mais plus des sans-papiers. Ah oui. Mais plus tellement maintenant. Mais alors, en Belgique, il y a à Leuven, donc à Louvain, il y a un groupe très actif de femmes en noir, Vrouwen in het Zwart, qui, elles, s'occupent énormément des problèmes pour la paix en Israël. C'est-à-dire que le slogan, c'est non à l'occupation. Et quand on manifeste, quand ces femmes manifestent, et celle de Louvain manifeste aussi toutes les semaines, c'est pour attirer l'attention de la population, comme on le fait en Israël aussi d'ailleurs, contre l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Et elles envoient énormément de messages à ce propos. Elles veulent tenir la population au courant. Parce que ce qu'il y a, c'est que une grande partie de la population israélienne, elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Les habitants de Tel Aviv, qui sont à 15-20 kilomètres de la Palestine, ils savent que la Palestine existe, ils savent pas ce qui s'y passe. Donc, on veut les mettre au courant. Et pour les autres associations? Bon, alors moi je m'occupe aussi spécialement d'une association qui est aussi une association israélienne qui s'appelle donc Women Organization for Political Prisoners, c'est-à-dire qui sont des femmes pour les prisonnières politiques en Israël.
La majorité de ces prisonnières politiques sont des Palestiniennes, c'est vrai, mais de temps en temps, il y a des Israéliennes, notamment celles qui refusent de faire leur service militaire. Donc, on ne s'occupe pas du tout des droits communs, ça c'est pas notre problème. Non. Uniquement des prisonnières politiques palestiniennes ou israéliennes. Le gros problème en ce qui concerne les femmes palestiniennes, c'est que très souvent, elles sont arrêtées et on ne sait pas pourquoi. Elles sont ce qu'on appelle en détention administrative. Et ces détentions administratives, au départ, c'est 6 mois, mais ça peut aller jusqu'à 4-5 ans, parce qu'on renouvelle à chaque fois. Et souvent, c'est pour des motifs futiles. Oui. C'est-à-dire que... Mais il y a un vrai procès quand même, ou il n'y a pas de procès? Non, justement. Il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Et donc, cette association envoie des avocats dans les prisons. Oui. Dans les prisons israéliennes où se trouvent donc ces prisonniers politiques, pour établir un certain contact avec ces prisonnières. Oui. Elles essayent de faire en sorte qu'elles puissent avoir de temps en temps des visites de la famille, c'est qu'elles n'obtiennent que très rarement, et aussi pour qu'il y ait des procès. Parce que en détention administrative, il ne se passe rien, il n'y a pas de motif d'inculpation, rien du tout. Donc ça, c'est tout à fait illégal. C'est ça. Bon. Est-ce qu'il y a le délit de presse? Est-ce que ça existe, le délit d'opinion? Est-ce qu'il y a des revues, des journaux parce qu'ils sont pro-palestiniens, qui sont saisis? Est-ce que la censure existe? Est-ce que Israël se considère comme un État en guerre et par conséquent peut prendre des mesures arbitraires, ou bien la liberté de la presse existe réellement? Bon, eh bien, la liberté de la presse existait effectivement jusqu'à il y a 1 an ou 2. Et il se fait justement que de plus en plus souvent maintenant, il y a une certaine censure. Il y a ce qu'on appelait avant le macartisme. Oui. Bon, et je voudrais vous signaler justement, vous me posez cette question, mais il se fait que le 20 novembre prochain, ici à Bruxelles, l'UPJB organise une demi-journée consacrée justement à cette censure. Même les Israéliens sont censurés. On ne peut plus dire... C'est-à-dire que Israël a toujours dit, nous sommes une démocratie, on peut dire tout ce qu'on veut, et écrire tout ce qu'on veut. C'est devenu inexact, ce n'est plus vrai. Donc c'est en voie de devenir un État autoritaire. Quand je dis autoritaire... Oui, et il n'y a plus... C'est-à-dire qu'il y a un journal quotidien qui écrit encore des articles qui peuvent paraître... non gouvernementaux, si on peut dire, c'est le Haaretz, qui est un journal de gauche. Mais j'ai parlé il y a un instant de New Profile. Eh bien, il y a à peu près 1 an que, justement, comme New Profile soutenait les jeunes, surtout les jeunes femmes qui ne voulaient pas faire leur service militaire, les gens de New Profile ont été considérés comme traîtres à la patrie, et on a saisi leurs ordinateurs. Pendant tout un temps, les gens de New Profile n'ont plus pu écrire et faire connaître leur opinion. Donc, la censure revient petit à petit, mais c'est un phénomène récent. Mais il est à craindre que ça continue. Et alors, l'UPJB invite plusieurs personnes, des Israéliens, à venir parler ici à Bruxelles à ce propos. Et tout cela, c'est validé constitutionnellement ou pas du tout? Non, je veux dire, dans la Constitution, il n'y a pas un article qui permettrait justement ce genre de choses. Non, donc la Constitution est vraiment démocratique et blindée de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'Israël est des écarts. Israël est considéré et se considère et se proclame le seul État démocratique du Moyen-Orient. Oui. Mais déjà dans la Constitution, Israël est un État démocratique et juif, ce qui n'est pas. Et justement à propos des négociations de paix qui ont lieu ces temps-ci, Israël voudrait se faire reconnaître comme un État juif par les Palestiniens, et justement l'autorité palestinienne ne peut pas reconnaître cela parce que
il y a quand même 1 200 000 de Arabes non juifs, donc qui sont en Israël. Parce que c'est antinomique, hein, être démocratique et juif en même temps. Oui, je suis bien d'accord. Bon, alors vous me parliez de... Il y a encore une dernière association, là, les Femmes au Checkpoint. C'est ça, ce sont des femmes qui vont au checkpoint pour... parce qu'au checkpoint, il y a surtout donc les soldats israéliens qui sont souvent très jeunes, ceux qui sont au checkpoint, et qui vérifient les titres de séjour ou les droits de passage, les permis de passage des Palestiniens. Et même quand les Palestiniens ont l'autorisation de passer, il leur arrive de les renvoyer. Et ce qui est très très grave dans certains cas, parce que dans certains cas, les Palestiniens viennent doivent passer pour aller dans un hôpital, par exemple. Il y a des hôpitaux, il y a par exemple à Jérusalem-Est, il y a un hôpital très important. Il y en a dans d'autres régions de Cisjordanie. Et il est déjà arrivé que des femmes ont dû accoucher et même mourir et disons que leur bébé n'est pas né non plus, donc est aussi mort, à des checkpoints. Et c'est pour cela qu'il y a des femmes israéliennes, souvent d'un certain âge, parce qu'il faut avoir le temps d'y aller. Quand on travaille, on peut pas être au checkpoint et à son lieu de travail. Donc elles vont au checkpoint et elles obtiennent quelquefois des soldats qu'ils soient un peu plus humains. Mais souvent, les soldats, ils sont tellement drillés que elles n'ont pas d'autorité sur eux. Mais quelquefois, quand même, ils obéissent. À ces femmes, parce qu'il est déjà arrivé, ce sont souvent des femmes d'un certain âge, donc des femmes retraitées, qui viennent dire à ces soldats, si ta grand-mère faisait ça, qu'est-ce que tu en... Donc elles essayent de les moraliser, et ça réussit quelquefois. Donc c'est important qu'elles soient présentes. Ça réussit pas à 100%. Eh bien, je crois que le lien est fait avec ce sur quoi je voulais interroger Anne Vaness, parce que vous venez de parler à l'instant justement de ces femmes qui sont sur le point d'accoucher justement au checkpoint. Je voudrais peut-être que Anne Vaness explique un petit peu le projet auquel elle participe et qu'elle soutient depuis plusieurs années maintenant, et qui consiste à soutenir et subventionner une crèche à Bethléem. Oui, donc ça a commencé en 2002, quand nous sommes allés, on était 14 membres d'associations de Saint-Gilles, agents communaux, et nous sommes allés à Bethléem. C'était le couvre-feu, nous avons un peu forcé le destin, je dirais, avec l'aide sur place d'une communauté religieuse, et de l'instituteur, d'une adjointe au maire, et donc nous avons traversé en vitesse alors qu'on nous interdisait, et nous sommes allés à Bethléem. Nous avons visité toutes les institutions, nous avons rencontré le Croissant Rouge, etc. Et donc ce que nous avons trouvé de fantastique, c'était la visite non seulement à la crèche de Bethléem, mais également à la maison pour femmes battues, qui était subventionnée par une députée européenne, Louise Morgantini, au départ, qui avait vraiment aidé de toutes ses forces pour et la crèche et cette maison. Et ça a commencé comme ça. Donc on a invité Viviane Camis, qui était professeure à l'université de Bethléem et qui avait fait un très très beau livre sur la violence dont souffraient les femmes face aux complis et aussi aux enfants. Donc à Bethléem, nous y allons chaque année. Nous invitons également toute une série de partenaires. Nous allons recevoir Véronique Tillon en décembre, qui est une
volontaires bénévoles extrêmement dynamiques et qui représentent un peu la crèche de Bethléem ici. Donc la crèche de Bethléem créée en 1885 par des sœurs Saint-Vincent de Paul et qui ont souvent été expulsées également du temps de la colonisation turque par les Turcs et qui sont revenus, qui étaient aussi des vraies militantes pacifistes. Elles se sont retrouvées dans les locaux des Chevaliers de Malte. Les Chevaliers de Malte ont mis leurs locaux, mais sans financement. Donc aujourd'hui, ce que nous organisons, ce sont des parrainages, des concerts, des repas de solidarité et chaque année nous apportons notre contribution, mais nous menons aussi des actions qui sont des actions de solidarité avec d'autres. Par exemple, les collèges des banlieues françaises, toute une série d'adjoints au maire à Bobigny et d'autres font en sorte que cette solidarité existe. Elle existe c'est une solidarité hétéroclite en fait. Il y a des communistes, il y a des religieux, il y a la ville de Bologne, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la sœur, c'est une sœur Sophie, franco-libanaise, ancienne collaboratrice pendant 15 ans de Françoise Dolto, qui sait de quoi elle parle quand elle parle du droit des enfants, est une femme remarquable qui a un combat féministe. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi déterminé. Quand elle entend un coup de fil, une simple phrase qu'une femme à Ramallah va accoucher ou va être victime de la charia, parce que les conditions de guerre ne favorisent certainement pas l'égalité des genres. Et donc là, elle n'hésite pas, elle prend le camion, elle a plus de 80 ans, passe tous les checkpoints, défie le pouvoir en place, et je crois qu'elle a beaucoup d'autorité. Je crois que s'il y a quelqu'un qui est reconnu par beaucoup de gens en dehors du monde catholique ou qu'importe, je crois qu'elle fait partie de ces personnalités qui vraiment forcent l'admiration. Alors, tu m'avais expliqué hors antenne qu'il y avait entre 90 et 100 enfants, je crois. Il y a entre 90 et 100 enfants. Donc, au départ, c'était en 1885, c'était les orphelins. Donc, oui. Ça a bien évolué puisque à partir des années 1985, etc., vu le développement du conflit en Cisjordanie et la pauvreté qui commençait à poindre dans toute une série de villages, plus de liens sociaux, etc. Les gens partant à la guerre, étant mobilisés ou étant en prison ou étant de l'autre côté, se trouvaient extrêmement isolés. Donc maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de conflits ou de maltraitance de par la guerre, simplement, quoi. Donc ces enfants se retrouvent. Mais je pense que l'axe pédagogique étant tellement fort que c'est un lieu formidable à soutenir. Et ces enfants ont jusqu'à 3 ans Non, maintenant ils ont continué jusqu'à 5 ans parce que ils ne sont pour la plupart plus capables de rentrer chez eux. Soit la famille a disparu, soit elle est démantelée, soit c'est plus grave. Mais il y a maintenant des petits villages d'enfants où ils peuvent avoir une adolescence sécurisante, et où ils peuvent avoir une certaine autonomie et grandir dans des conditions qui sont extrêmement favorables, même pour la Palestine. C'est ça. Est-ce que vous avez eu parfois des comment dirais-je, un suivi et des enfants qui sont passés par cette crèche qui peuvent témoigner, ou en tout cas toutes les années, restent en contact, toutes les années de fête, ou je ne sais pas, avec eux toutes les années on rencontre les anciens de la crèche. Enfin, nous on appelle ça les crèches, mais ce sont des maisons d'enfants, des jardins d'enfants. Et la crèche a créé le jardin d'enfants que l'on a aidé aussi nous à financer avec l'aide
de la Commission européenne. Donc c'est un jardin d'enfants où les enfants de la crèche de Bethléem rencontrent les autres enfants, donc en juillet-août, où il y a toute une série d'artistes palestiniens, mais aussi autres. Hein, je rappelle Jane Birkin, etc. Toute une série d'artistes qui viennent, qui enseignent la musique juillet-août, et ce sont des rencontres avec les autres villages. Est-ce que tu pourrais transmettre soit un numéro de téléphone ou comment dirais-je, pour les auditeurs qui nous écouteraient, qui souhaiteraient financièrement participer à l'action que vous menez? Alors c'est assez simple parce que nous on renvoie toujours là où il faut, c'est-à-dire par email. On n'en doute pas seul instant. C'est svincent. Oui. @p-ol.com. Tu peux répéter une seconde fois? swincent@p-ol.com. Très bien. Voilà. En tout cas, si jamais il arrivait à Radio Air Libre une demande sur plus de précision, ben bien sûr, je te la transmettrai. Nous avons aussi un certain parrainage ici à Bruxelles qui se fait surtout au niveau du groupe socialiste de la députation européenne, et c'est Monsieur Deutskaver qui centralise. Mais c'est une petite collaboration. Les plus grandes collaborations se font effectivement directement avec la crèche. Entendu. Merci beaucoup. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais remercier bien entendu Thérèse Liebmann et Anne Vanesse pour leur contribution. Je les félicite. Je leur souhaite bien entendu beaucoup de courage dans les actions qu'elles mènent sur le terrain, car il ne s'agit pas d'intellectuels qui vivent dans un monde éthéré, mais bien d'intellectuels engagés et qui mènent des actions, donc comme je le disais il y a quelques instants, sur le terrain. Elles seront bien entendu bienvenues dans l'avenir si elles souhaitent donner des informations, et je serai très heureux d'ailleurs de les recevoir dans les prochains mois, voire les prochaines années, les inviter ici, étant donné que leur propos a été passionnant et très intéressant en termes d'information. On a bien compris que tout à l'heure, avec Thérèse Liebmann, j'ai joué un petit peu à l'avocat du diable. J'ai joué mon rôle ici en tant qu'animateur d'une émission, et qu'il ne s'agissait rien d'autre que de soulever des problématiques. Il me reste à conclure cette émission en vous signalant peut-être que le 25 octobre, si je ne m'abuse et si tout se passe bien, je recevrai ici Joël Kotek, qui est professeur à l'Université de Bruxelles et qui viendra nous parler de la Shoah, et donc pourra prolonger peut-être cette émission en replongeant plus loin dans le passé. Voilà, je conclurai comme selon mon habitude, de la façon que vous connaissez bien maintenant depuis 3 ans. Le monde est plongé dans les ténèbres, dans la nuit, les chats noirs hantent la ville, même dans les ténèbres, dit-on,